Euh, on a souvent l'impression que nos vies sont super bien compartimentées. Genre, nos opinions politiques sont rangées dans un tiroir, notre santé mentale dans un autre, et notre style vestimentaire ou physique dans un troisième. Ouais, on aime bien se dire qu'on est complexe et imprévisible. Exactement. Mais imaginons un instant que ce meuble n'est en fait aucun tiroir. Qu'en regardant juste l'emplacement d'un piercing ou la couleur de cheveux de quelqu'un croisé dans la rue, un statisticien puisse deviner pour qui cette personne va voter, et même ce qu'il y a dans son dossier psychiatrique. C'est fou dit comme ça. Ça fait très... Enfin, ça ressemble à un scénario de science-fiction un peu dystopique, non? Totalement. Sauf que c'est pas de la science-fiction. C'est très exactement ce qu'une étude massive de 2026 a réussi à faire. Et c'est le cœur de notre plongée d'aujourd'hui. Et c'est une perspective qui bouscule vraiment pas mal d'idées reçues. Parce que les données comportementales récentes, elles nous forcent à regarder les choses autrement. Il y a de vrais réseaux de corrélation cachés entre nos convictions intimes, notre état mental et comment on décide de modifier notre corps physique. C'est fascinant. Donc, l'étude dont on va parler aujourd'hui, elle a été publiée dans le Journal of Open Inquiry in the Behavioral Sciences. C'est mené par les chercheurs Meng Hu et Emil O. W. Kierkegaard. Ils se sont basés sur un échantillon représentatif de 978 adultes américains. C'est un échantillon très solide pour ce genre de recherche. Ouais. Mais juste avant d'ouvrir le capot et de regarder ces chiffres qui sont potentiellement explosifs, on doit vraiment poser une règle stricte, une consigne de neutralité absolue pour notre discussion. Ah oui, c'est capital, surtout sur un sujet pareil. C'est ça, les documents qu'on décortique aujourd'hui, ça touche à des cordes ultra sensibles. On va parler de clivage entre la gauche et la droite, de progressisme, de conservatisme et bien sûr de diagnostic psychiatrique. Donc notre rôle ici, c'est pas de faire de la politique, on prend aucun parti, on valide aucune des opinions mentionnées. On laisse nos propres convictions à la porte. Voilà, on joue vraiment les rapporteurs impartiaux, quoi. On va se contenter d'observer les données factuelles, les modèles statistiques et les hypothèses des chercheurs, sans distribuer de bons ou de mauvais points. Le décor est planté. Du coup, commençons par ce premier aspect, ce fameux fil invisible entre la santé mentale et la boussole politique. Comment ils s'y prennent concrètement pour mesurer un truc pareil? Mais ils ont opté pour une approche croisée qui est vraiment lourde. En gros, d'un côté, ils ont soumis les participants à 41 questions très pointues sur leur idéologie politique. Ça balayait tout le spectre, de l'économie aux questions société. D'accord, donc un vrai scanner politique complet. C'est ça. Et de l'autre côté, ils ont évalué 76 critères de santé mentale. Et le détail crucial ici, c'est qu'ils ne se sont pas arrêtés à un vague sondage sur le bonheur ou le bien-être, tu vois. Ah ouais, Ah, ah ouais. Ils sont allés plus loin. beaucoup plus loin. Ils ont intégré 18 diagnostics cliniques hyper spécifiques directement tirés du DSM-5. Le DSM-5, donc le manuel mondial de référence en psychiatrie, c'est bien ça? Exactement. Donc on a vraiment mis face à face un profil idéologique et un vrai bilan clinique formel. Et qu'est-ce qui ressort de cette confrontation du coup? Le constat principal, et c'est ce qui a fait beaucoup de bruit, c'est une corrélation négative constante entre chaque aspect de la santé mentale mesurée et l'idéologie de gauche. Attends, donc en termes clairs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les données montrent que les individus qui penchent à gauche rapportent une satisfaction de vie globalement plus faible et surtout une prévalence nettement plus élevée de symptômes négatifs, en particulier la dépression et l'anxiété. Mais quand on parle de dépression ou d'anxiété ici, on parle de quoi? D'un coup de blues passager que tout le monde peut ressentir un dimanche soir ou de vraies pathologies? Non, non, c'est justement ça qui rend l'étude si robuste. On parle de pathologies diagnostiquées. Les diagnostics officiels du DSM-5 se sont révélés être les prédicteurs les plus forts de l'orientation à gauche. Vraiment? Il y a des troubles spécifiques qui ressortent plus que d'autres? Ouais, les chercheurs isolent surtout le TDAH, donc le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, et le TAG, le trouble d'anxiété généralisée. Plus le nombre de ces diagnostics s'accumule chez quelqu'un, plus la probabilité que ses opinions penchent à gauche augmente, et de manière très significative sur le plan statistique. C'est fou. Et du côté des idées politiques elles-mêmes, est-ce qu'il y a des convictions très précises qui sont liées à cette détresse psychologique? Oui, ils ont regardé item par item, à gauche du spectre, les propositions qui avaient la plus forte corrélation avec la psychopathologie globale, c'était le soutien au mariage homosexuel et l'éco-anxiété.
L'éco-anxiété, genre l'angoisse liée au changement climatique? Voilà, une anxiété profonde face à l'avenir de la planète. Et à l'inverse, ils ont aussi testé des items très à droite, voire de droite radicale, pour voir ce que ça donnait. Quel genre d'affirmation? Par exemple, une affirmation comme «l'Europe devrait être blanche». Eh bien, l'étude montre que l'adhésion à ce type d'idée radicale avait une corrélation proche de zéro avec la psychopathologie. Proche de zéro, donc aucun lien statistique avec les troubles mentaux mesurés. Aucun. C'était totalement décorrélé. C'est un peu comme découvrir que l'application météo de ton téléphone contrôle en secret ton compte en banque. On pensait que c'était séparé, mais ça tourne sur le même code. Mais attends, je me fais l'avocat du diable 2 secondes. Vas-y. Est-ce qu'on n'est pas juste en train de regarder un banal effet démographique? Enfin, je veux dire, on sait très bien que les jeunes votent plus à gauche que les seniors. Et on sait aussi que cette jeune génération déclare beaucoup plus d'anxiété. Pareil pour les femmes, statistiquement elles votent plus à gauche et reçoivent plus de diagnostics anxieux. C'est la première chose à laquelle on pense, c'est vrai. Bah oui, est-ce que les chercheurs sont pas juste tombés dans le piège de confondre l'âge ou le sexe avec l'idéologie C'est le premier réflexe, mais les chercheurs de ce niveau l'ont anticipé. Ils ont complètement neutralisé ces biais potentiels dans leur modèle. Ah, ils ont contrôlé l'âge et tout ça? Absolument. L'âge, le sexe et l'origine ethnique. Et le résultat est sans appel. Même quand tu compares des individus du même âge et du même sexe, la corrélation persiste. Pour mesurer ça proprement, ils ont utilisé ce qu'on appelle le facteur P. Le facteur P. C'est quoi ça? Une sorte de thermomètre global de la santé mentale? C'est exactement ça. Une très bonne analogie. Tu vois comment en psychologie on parle parfois du facteur G pour définir l'intelligence générale, au-delà d'être juste bon en maths ou en français? Ouais, le QI global en gros. Eh bien, le facteur P, c'est la même chose, mais pour la psychopathologie. Ça synthétise la vulnérabilité psychologique globale d'une personne, son risque général face à la maladie mentale. Et ce fameux facteur P, il reste fermement corrélé à l'idéologie de gauche, peu importe le profil démographique. D'accord, donc la corrélation survit au filtre de l'âge et du sexe. Mais j'ai une autre objection. Si ce thermomètre affiche une température différente selon qu'on vote à gauche ou à droite, comment être sûr que le thermomètre lui-même n'est pas cassé ou biaisé? C'est-à-dire? Les outils de mesure. Les mots qui sont utilisés dans ces questionnaires, est-ce qu'ils n'ont pas un impact totalement différent selon la vision du monde de la personne qui les lit? C'est une objection super pertinente. C'est ce qu'on appelle le problème du biais de mesure en recherche. Et pour s'assurer que tout le monde comprend les questions de la même manière, les auteurs ont utilisé la théorie des réponses aux items, ou IRT. Et ça consiste en quoi concrètement? Le but, c'était de tester l'invariance de la mesure. Ils voulaient voir s'il y avait un fonctionnement différentiel des items. Tu vas devoir me vulgariser ça là. Bien sûr. Imagine qu'on pose une question de maths un peu complexe, mais qu'elle est rédigée en utilisant que du vocabulaire technique de baseball. D'accord, genre des home runs et des strikeouts? Voilà. Un fan absolu de baseball aura beaucoup plus de facilité à comprendre le problème qu'une personne qui déteste ce sport, même si l'on a exactement le même niveau en maths, tu vois? Ah, je vois. La question est biaisée parce que la forme favorise un groupe précis. Exactement. Donc les chercheurs ont voulu vérifier si des mots comme anxiété, oppression ou tristesse n'agissaient pas comme ce vocabulaire de baseball, mais pour un camp politique spécifique. Ce qui serait assez logique en fait. Un mot est rarement neutre. Un conservateur et un progressiste vont pas du tout réagir émotionnellement aux mêmes termes, même s'ils souffrent autant l'un que l'autre à l'intérieur. C'est l'hypothèse de départ, oui. Mais le résultat de leur vérification avec l'IRT est hyper surprenant. Ce biais lié au vocabulaire, il est en fait quasiment inexistant. Vraiment? Ouais, la règle de mesure n'est pas du tout faussée. Un symptôme clinique reste compris et interprété comme un symptôme clinique, peu importe le logiciel idéologique du participant. Un conservateur et un progressiste qui ont le même niveau de détresse réelle répondront de façon très similaire au questionnaire. Donc cette différence de santé mentale qu'on observe dans les chiffres, c'est pas une illusion d'optique causée par la façon dont le sondage a été écrit. C'est même encore plus profond que ça. Le tout petit biais de mesure qu'ils ont fini par trouver, parce qu'il y en avait un, minuscule, allait en fait dans la direction inverse de ce qu'on pourrait croire. C'est-à-dire? Les questions avantageaient très légèrement les répondants de gauche. Ça veut dire mathématiquement que si on corrige les scores pour effacer ce mini-biais, l'écart réel de santé mentale entre les deux groupes est en fait très légèrement supérieur au résultat brut. Le thermomètre fonctionne parfaitement bien. Ok. Donc le lien idéologie et psychologie est bétonné statistiquement. Et c'est là que l'étude de Yu et Kierkegaard devient presque visuelle. Si ces différences bouillonnent à l'intérieur de la tête, est-ce qu'elles s'impriment à l'extérieur,
Sur le corps physique? C'est la troisième phase de l'étude, et oui, ils ont attaqué les modifications corporelles. Les tatouages, les piercings, ce genre de choses? C'est ça. Les tatouages, les piercings et les couleurs de cheveux non naturelles. Ils voulaient voir si ces choix esthétiques sont juste des fantaisies individuelles ou de vrais marqueurs statistiques de ce qui se passe dans le cerveau et dans l'urne électorale. Et alors? Eh bien, ils ont trouvé des associations réelles, modestes dans certains cas, mais très réelles, avec à la fois l'idéologie de gauche et les diagnostics psychiatriques. Concrètement, ça donne quoi? Est-ce qu'on parle juste du fait de s'habiller en noir ou c'est plus précis? C'est ultra spécifique. Les données révèlent que les piercings au septum, donc au milieu du nez, les piercings génitaux et les cheveux teints avec des couleurs non naturelles sont de très puissants prédicteurs de l'idéologie de gauche. De très puissants prédicteurs. Genre, on peut vraiment deviner la politique de quelqu'un à partir d'un piercing au nez. Statistiquement, oui. L'étude va même jusqu'à proposer une combinaison extrême. Dis-moi tout. Si on prend un individu qui combine un piercing au septum, un piercing génital et des cheveux colorés, son score prédictif d'idéologie de gauche bondit à 2,62 écart type au-dessus de la moyenne. 2,62. Waouh. Oui, en sciences comportementales, un écart type pareil, c'est gigantesque. C'est un signal incroyablement clair. C'est fou. Et pour les tatouages, ça suit la même logique politique? Pas tout à fait. Les tatouages penchent un peu plus du côté de la santé mentale pure. Avoir un tatouage sur le bras, ou des tatouages considérés comme rares, ou porter des piercings en dehors de la région de la bouche, ce sont de bien meilleurs prédicteurs d'un nombre élevé de diagnostics psychiatriques. Ils ont réussi à chiffrer ça aussi. Oui, le chiffre précis, c'est que chaque tatouage supplémentaire sur le corps ajoute en moyenne 0,20 points au score global de psychopathologie de l'individu. Ah ouais, quand même. Bon, il faut peut-être nuancer pour pas que les gens paniquent en regardant leurs propres oreilles percées, non? Tous les piercings sont pas des drapeaux rouges cliniques. Bien sûr que non, les chercheurs le précisent très bien. Plus de 80% des femmes ont les oreilles percées. À ce niveau de popularité, ça devient juste du bruit de fond statistique. Ça n'a plus aucune valeur prédictive. Ce qu'ils cherchent, c'est l'anomalie statistique, en fait. Le choix qui s'éloigne de la norme globale. Exactement. Mais justement, là-dessus, je m'interroge. Se teindre les cheveux en bleu aujourd'hui, ou se faire percer le septum, est-ce que c'est pas tout simplement l'équivalent de porter des jeans troués dans les années 90? Juste une grosse mode générationnelle, un code d'appartenance qui a absolument rien de pathologique, au fond. C'est une interprétation très tentante. Mais l'étude nous demande d'aller au-delà de la simple esthétique. Pour les auteurs, ces actes de modification corporelle, qui sont souvent prolongés ou permanents, ce sont des manifestations visibles d'une orientation psychologique sous-jacente. Une expression physique d'un état d'esprit? C'est ça. Modifier son corps avec des marqueurs non traditionnels, c'est perçu comme un rejet physique de la conformité sociale traditionnelle. Donc on grave littéralement sur sa peau qu'on refuse de jouer selon les règles classiques? Voilà. Sauf que, et c'est là que ça boucle avec la santé mentale, ce choix n'est pas gratuit socialement. Ah, ça attire le regard des autres. Exactement. Afficher des marqueurs qui dévient fortement de la norme, ça attire invariablement une forme de stigmatisation sociale ou au moins le jugement de la majorité. Et cette stigmatisation ajoute une pression supplémentaire, un stress au quotidien. Ce qui vient exacerber des vulnérabilités psychologiques qui étaient peut-être déjà là. C'est un vrai cercle vicieux. Ce qui nous amène à la question la plus vertigineuse de tout ça. Le fameux problème de la poule ou l'œuf. Ah, la causalité. Ouais, on a posé les faits. Il y a un lien entre une fragilité mentale, des idées de gauche et des marqueurs physiques précis. Mais dans quel sens tourne la roue? Est-ce que c'est le fait d'adopter cette idéologie qui aggrave la détresse mentale, ou est-ce que c'est une angoisse intérieure préexistante qui pousse quelqu'un à chercher des réponses politiques à gauche? C'est le cœur du réacteur de l'étude. Et pour être honnête, la réponse des chercheurs, c'est que les données valident une causalité bidirectionnelle. Ça va dans les deux sens, donc. Très probablement, oui. Mais pour expliquer la mécanique qui se cache derrière, ils mettent en avant deux grandes théories concurrentes. D'accord, regardons la première. Comment on explique que le conservatisme soit associé à une meilleure santé mentale apparente? La première théorie, elle s'intéresse aux rôles de la vision du monde et des systèmes de valeurs. Un des relecteurs de l'étude a proposé une lecture hyper intéressante là-dessus. Le conservatisme, par sa nature même, a tendance à offrir une boussole morale assez fixe. Des valeurs traditionnelles, des lois naturelles? C'est ça, l'idée d'une moralité objective. Et cette rigidité apparente, en fait, elle peut s'avérer extrêmement protectrice sur le plan mental. Ça favorise le contrôle de soi, ça donne un cadre strict aux attentes de la vie, et ça renforce la cohésion sociale du groupe. Donc, on avance avec une carte déjà dessinée, ce qui calme les angoisses existentielles. Et du côté progressiste, alors?
Le progressisme, lui, s'accompagne souvent d'une approche basée sur le relativisme moral et le subjectivisme. L'idée que la morale est fluide, que les règles sont des constructions sociales à déconstruire. Exactement. Intellectuellement, c'est super riche. Ça offre une liberté individuelle immense. Mais psychologiquement, cette flexibilité totale, ça peut provoquer une vraie désorientation normative. Ah ouais? Si aucune règle n'est fixe, c'est à toi de définir ta propre vérité en permanence. Voilà. Dans un monde perçu comme injuste et chaotique, la charge mentale de devoir tout redéfinir est colossale. Ce brouillard moral permanent serait un terreau très fertile pour l'anxiété et la dépression. C'est très philosophique comme explication. Le vertige de la liberté face au confort du cadre strict. Mais il y a une deuxième théorie, non? Beaucoup plus terre-à-terre, qui relève un peu de la sociologie médicale. Oui, la deuxième théorie se penche sur le concept de biais médical et de la recherche d'aide. Elle postule que les données pourraient simplement refléter une différence d'attitude envers la psychiatrie. Genre, les gens de gauche aiment plus les psys. En gros, oui, les personnes orientées à gauche auraient une vision beaucoup plus positive de la thérapie. Elles seraient plus enclines à consulter, à parler de leurs émotions et à valoriser le fait d'obtenir un diagnostic clinique officiel pour légitimer leur souffrance. D'accord. Donc ça voudrait dire que les conservateurs souffrent peut-être autant, mais qu'ils serrent les dents dans leur coin parce que c'est mal vu d'aller chez le psy dans leur milieu. En partie, c'est ça. Mais l'étude souligne un autre élément vraiment décisif, le biais interne de la profession psychologique elle-même. Ah, les psys eux-mêmes ont un biais. Oui, les chercheurs citent des travaux qui documentent un biais progressiste massif chez les thérapeutes. Ils parlent notamment du mouvement du Social Justice Counseling, donc le conseil orienté vers la justice sociale. Et ça se traduit comment dans le cabinet du praticien? Imagine deux patients qui souffrent de la même anxiété liée à leur carrière. L'un va voir un thérapeute traditionnel, l'autre un praticien formé à ce Social Justice Counseling. Ok. Et Le premier va chercher l'origine de l'anxiété dans l'histoire personnelle du patient, sa famille, sa propre gestion du stress. Le second thérapeute, lui, va analyser la détresse du patient à travers le prisme des structures de pouvoir, de l'oppression systémique ou du capitalisme. ah oui, il lie la souffrance personnelle aux problèmes de la société. C'est ça, il valide ce lien. Et comme la profession de psychologue penche majoritairement à gauche, ce cadre d'analyse systémique favorise logiquement le diagnostic formel des individus qui partagent cette même lecture politique du monde. Waouh! Donc si je résume bien cette deuxième théorie, on mesure pas vraiment qui est intrinsèquement le plus malade, on observe plutôt une énorme boucle de validation, des gens très ouverts à la thérapie, qui rencontrent des psys partageant leur vision politique, qui valident leurs mots avec des diagnostics officiels. C'est toute la richesse de cette analyse. Elle met vraiment ces deux réalités sur la table. D'un côté, une vision du monde fluide qui génère peut-être une vraie anxiété. De l'autre, des diagnostics qui deviennent presque des identités sociales co-construites entre le patient et le thérapeute. Et les deux s'alimentent mutuellement. C'est fou quand on prend un peu de recul. Cette étude, elle vient littéralement briser l'illusion qu'on peut séparer les sphères de notre vie. Totalement. Au quotidien, on a l'impression de faire des choix libres et déconnectés. Le bulletin de vote le dimanche, la boule d'angoisse face à l'avenir climatique le lundi, ou la décision spontanée de se teindre les cheveux en rose le mardi. On vit ça comme des trucs isolés. Mais on découvre que c'est un écosystème prédictible. Tout est connecté. La psychologie, la politique, l'esthétique corporelle, c'est juste les trois faces d'un même prisme humain. Tirer des conclusions causales définitives, c'est encore dur, mais la carte de ces liens, elle est indéniable maintenant. L'humain fonctionne pas en vase clos. Et ça m'amène à une pensée finale, qui dépasse un tout petit peu l'étude, mais qui en découle directement. Vas-y. La prochaine fois qu'on sera dans un café ou dans le métro, ça va être très dur de ne pas regarder les gens avec cette grille de lecture. On verra plus un simple style, on verra une carte statistique ambulante. Et si des chercheurs peuvent aujourd'hui deviner les diagnostics psychiatriques et les votes d'un groupe en comptant leur tatouage ou l'emplacement d'un piercing, qu'est-ce qui va empêcher la technologie de le faire demain à l'échelle industrielle? Ah, tu penses à l'IA. Mais grave! Imaginons un futur très proche, et franchement ça pourrait être demain, où des algorithmes couplés à des caméras de reconnaissance faciale utilisent exactement ces marqueurs physiques pour nous profiler en une fraction de seconde. Pour le ciblage publicitaire, par exemple? Pour les pubs politiques sur nos réseaux, oui. Ou pire, pour évaluer notre profil de risque psychologique ou nos opinions lors d'un simple entretien d'embauche par vidéo sur Zoom. L'algorithme aurait fait le lien entre notre apparence, nos angoisses cachées et nos convictions politiques avant même qu'on ait dit bonjour. C'est glaçant, on dit comme ça. De quoi y réfléchir à deux fois avant notre prochaine envie de changement radical chez le perceur ou le tatoueur. Eh bien, merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée fascinante. On se retrouve très vite pour une prochaine analyse.